Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Voici exactement 40 ans jour pour jour. Un accident de voiture a transformé un conte de fées en tragédie. C'est la disparition de Grâce de Monaco. La princesse, vous l'avez très bien connue et vous la racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Jean Descartes. Bonjour. C'est vrai que Grâce de Monaco, vous publiez Inoubliable Grâce de Monaco aux éditions du Rocher, qui est un livre témoin d'une époque, d'une femme que vous avez connue. Que nous avons très bien connue, mon épouse et moi. Elle était, je dirais, le mélange parfait de la bonne éducation, avec le sourire, de la fermeté dans le travail, de la disponibilité à l'égard des autres, et de la très bonne conscience professionnelle. Elle avait appris à Hollywood à savoir son texte, à connaître son rôle, à être à l'heure, à être aimable avec les gens, a priori, et elle n'aimait pas le désordre. C'était une femme formidablement organisée et toujours souriante, très drôle, avec beaucoup d'humour. Juste une petite histoire à propos d'un dîner dont mon épouse et moi, nous sommes les deux survivants, qui se passait au printemps 1977 à Paris. La maîtresse de maison, qui était très proche de la princesse, avait organisé ce dîner pour que Grâce et François Truffaut se rencontrent. On va en parler tout à l'heure parce que justement, il y a tellement de choses à raconter sur elle que j'ai fait un petit classement avec des dates clés. Oui. Et le principe, c'est de raconter pour celles et ceux qui l'ont oublié ou qui ne la connaissent pas vraiment, bien sûr, à travers des dates clés. Donc, la première date, c'est le 12 novembre 1929. Et avant même de raconter, car c'est le jour de sa naissance, Grâce de Monaco, je vous propose de l'écouter. Oui, j'ai vu plusieurs fois. Et c'est une artiste très sympathique que j'admire beaucoup. Elle parlait français avec un accent américain. Oui, bien sûr. En permanence. Et elle venait de Philadelphie. Je crois qu'elle est née à Philadelphie, Jean Oui, Descartes. c'était le type même d'une famille d'origine irlandaise qui avait bien réussi aux États-Unis et où la discipline était une réalité. Il fallait être les meilleurs partout, dans le sport, dans le chant, dans les études, etc. Et donc on visait très haut, et c'est ce qu'elle a toujours fait. Ne s'est jamais contentée de choses à moitié faites ou médiocres. Et son père, je crois, était champion olympique d'aviron, oui. Et sa mère championne de natation. Absolument, oui, on aimait beaucoup le sport dans la famille, qui est une bonne discipline, et c'est pour ça que bien plus tard, elle voudra faire installer dans une des propriétés du prince Régnier une piscine, parce que ce sport lui rappelait tout ce que ça impose, etc., une vie saine, une vie énergique, mais je dis bien toujours avec le sourire. Alors, la princesse Grâce est encore Grace Kelly quand elle finit ses études et qu'elle veut être comédienne, ce que ses parents ne veulent pas vraiment, Jean Descartes. Oui, ça, ils n'apprécient pas du tout. Alors, elle va arriver à suivre des cours de théâtre à New York. La famille la voit un peu comme une saltimbanque. Et puis, elle a déjà bonne réputation. Et pour résumer, elle fait vraiment ses débuts, ceux dont on peut se souvenir, dans le film Le train sifflera 3 fois, où elle fait l'épouse du shérif joué par Gary Cooper, un petit rôle, mais elle a tout de suite une bonne réputation, elle arrive à l'heure, elle connaît son texte, etc. Alors, je veux dire que c'est l'anti-Marilyn Monroe qui est à ce moment-là une énorme vedette et qui, elle, sème le désordre partout. Alors, il se trouve que Le train sifflera 3 fois, c'est un film où elle était repérée par Gary Cooper, oui. Mais elle aurait très bien pu ne pas faire carrière, puisque ce film a été proposé en vain à Gregory Peck, à Marlon Brando, à Montgomery Clift et à Kirk Douglas. Exact, c'est un résultat, un hasard formidable. C'est pour ça que elle disait, je suis un petit peu une actrice fantôme, arrivée par chance. Elle en parlait avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de lucidité sur ce roman de Hollywood. Imprévu. Alors justement, au départ, elle suit des cours dans une école où Lorraine Bacall, Spencer Tracy et autres ont pris des cours. Et elle est coachée par son père parce que son père veut qu'elle soit la meilleure. Ah oui, le père de la dynastie du clan Kelly veut que ses enfants soient les meilleurs. Il ne leur passe rien. Alors c'est l'exigence, on peut trouver ça un peu excessif, mais il s'agissait de montrer, toujours en rappelant les racines irlandaises, qu'on n'était pas simplement des immigrés et qu'on pouvait être les meilleurs dans tel ou tel exercice ou discipline. Alors il y a des documents qui sont des collectors, qui sont les photos où Grâce
Grace Kelly, débutante, pose comme mannequin pour Coca-Cola ou pour d'autres marques comme Colgate. Oui, c'est ça. Elle est passée par cette école qui est très exigeante, hein, la publicité. Et elle a toujours eu l'élégance et le courage et l'honnêteté de ne jamais essayer de masquer ou de cacher ses débuts. Elle racontait toute sa carrière, peut-être pas à tout le monde, mais elle le racontait volontiers en disant j'ai suivi des cours très difficiles, on m'attendait pas du tout et je n'ai pas toujours été bien reçu. Voilà. Et en plus, elle a fait quelques apparitions à la télévision dans des séries. Il y a eu un premier film, je crois, qui s'appelait 14 heures en 51. Absolument. Et c'était pas forcément prometteur. D'ailleurs, quand on revoit le train sifflera 3 fois, High Noon en anglais aujourd'hui. Elle fait un petit rôle, la femme du shérif, etc. Mais elle a une lumière sur elle, elle est jolie, elle a de la classe, enfin tous les éléments qu'on va retrouver plus tard. Oui, et elle a presque un naturel. Oui. Elle a un côté gauche qui lui sert. Alors, vous avez tout à fait raison, et je pense que pour l'avoir bien connue, disons, la voir souvent, comme mon épouse, on la voyait toujours naturelle. Qu'elle soit en colère d'une façon en général bien justifiée, ou qu'elle soit absolument exquise, adorable, ce qui était le cas le plus fréquent, elle était naturelle. Et puis il y a un film qui est important pour elle, pour Grace Kelly, Jean Descartes, c'est en 53, Mogambo, un drame amoureux dont l'action se déroule dans la jungle du Kenya. Et il donne la réplique à Clark Gable et à Ava Gardner. Oui, alors faut imaginer le trio africain, ça c'est vraiment des sueurs africaines, je dirais. Ava Gardner, sa Grace Kelly, c'est pas mal, mais le film est mythique et il montre déjà la présence avec ces deux femmes au rôle opposé et au tempérament opposé. C'est un bon début. Alors autant le noir et blanc convenait au western, là on est dans les couleurs de l'Afrique. Voilà. En plus elle est nommée aux Oscars, voilà. Et elle va pas avoir l'Oscar, mais c'est un bon début. C'est un bon début, elle est sur la route des Oscars et elle connaîtra des déceptions et puis des surprises qui arrivera avec le film suivant, là, Une fille de la province. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Mais il y a surtout Hitchcock, parce qu'Hitchcock l'a repéré. Et alors ça, Hitchcock l'a repéré parce que on peut dire qu'il est son Pygmalion. C'est lui qui va la créer en étant stupéfait qu'elle connaisse à fond son texte et qu'elle suive ses recommandations. Mais c'est à elle qu'il dira les scènes d'amour, de baiser doivent être filmées comme si c'était des meurtres et inversement, et ça fera beaucoup rire la future princesse qui prendra ça très au sérieux. Effectivement, Hitchcock a repéré Grace Kelly, elle va tourner 3 fois avec lui, il y a Le crime était presque parfait. Oui. Qui est extraordinaire et qui était tourné en relief, qui était très compliqué. Il fallait des lunettes spéciales, donc la prise de vue était laborieuse, mais elle s'est pliée à cette évolution technique qui était la première façon dont le cinéma pensait lutter contre la télévision. Oui, ça a changé depuis. Il y a eu Fenêtre sur cour et surtout il y a eu ce film dont voici la bande originale. La main au collet avec Cary Grant, et ça c'est... vous dites dans votre livre, Jean Descartes, dans ce livre inoubliable, Grâce de Monaco, que elle a inventé le sex appeal cérébral. Oui, absolument, parce que on ne la voit pas arriver en se déshabillant, c'est toute la sexualité, si je puis dire, à ce moment-là, et dans sa manière, dans son visage, dans ses clins d'œil, dans son regard, dans ses très beaux yeux. Et alors il y a une chose amusante à propos de La main au collet, c'est que, et ça n'était pas prévu, elle dans la voiture sur la grande corniche avec Cary Grant, qui est soupçonné d'être un grand voleur et une sorte d'Arsène Lupin, et il lui dit, mais dans le fond, vous êtes venu en Europe pour vous marier, et au moment où il lui dit ça, on voit dans le fond, par hasard, le rocher de Monaco. Incroyable. Incroyable. Et Hitchcock a tourné ce film effectivement en France, parce qu'il adorait la France. En fait, il est parti de Paris et pour aller à Cannes, il a mis 3 jours parce qu'il a fait tous les restaurants étoilés. Ah bah oui, dans la gastronomie était d'abord son plan de base. C'est en fonction des restaurants qu'il choisissait ses lieux de tournage, c'est évident. Alors effectivement, il y a un jour à New York un hommage à Alfred Hitchcock avec François Truffaut et avec la princesse Grace. Et puis ce dîner auquel vous assistez et où François Truffaut dialogue avec la princesse. Alors nous sommes donc au printemps
en 1977. Elle arrive parfaitement à l'heure. Nous étions 6 autour de cette table. Elle fait une apparition comme dans un film d'Hitchcock, c'est-à-dire qu'elle emplit la pièce. Elle est arabe et il fait fasciné. Il a les yeux de Tex Avery à peu près. Et elle lui dit, Monsieur Truffaut, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir votre nouveau film, L'homme qui aimait les femmes. Ah, mais madame, je vais organiser une projection. Non, je veux tout de suite aller le voir dans une salle, car vous savez, je suis resté très hollywoodien, il faut voir les films dans les salles. Où avez-vous tourné votre film? Il lui dit à Montpellier, madame. Ah oui? Et pourquoi à Montpellier? Ben parce que je pense que c'est la ville de France où les femmes sont les plus belles. Ah, mais je comprends pourquoi le prince Régnier a fait ses études de droit à Montpellier. Voilà. Et effectivement, ils ont beaucoup parlé de Hitchcock, qui racontait des histoires salaces, ce qui ne gênait absolument pas Grace Kelly. Non, pas du tout. Et nous avons raccompagné François Truffaut chez lui, qui habitait à ce moment-là près du musée Galliera, et il nous a dit... Elle est parfaite dans tous ses rôles. C'était très joli. C'est très joli, mais Grace Kelly, un jour, a changé de vie. Et on va en parler petit à petit dans ce rendez-vous 40 ans après. On va en parler dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean Descartes et une autre date, le 6 mai 1955. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, un hommage à la princesse Grace Kelly, qui nous a quittés brutalement voici exactement 40 ans. Et pour cet hommage, Jean Descartes a fait un livre témoignage indispensable, inoubliable, Grâce de Monaco aux éditions du Rocher, car vous l'avez connu, et vous évoquez un jour important, c'est le 6 mai 1955 à Cannes, où elle est venue, elle est à l'époque auréolée de gloire parce qu'elle vient d'avoir un Oscar avec Une fille de province. Oui, et en fait ça se passe pas très bien parce que elle est en délicatesse avec la Metro-Goldwyn-Mayer pour une histoire de contrat. Il y a une grève au Carlton, donc l'intendance ne suit pas. Mais au même moment, un homme que j'ai connu, Pierre Galante, un journaliste qui était le mari de Olivia de Havilland, de l'inoubliable Mélanie d'Autant n'emporte le vent, a l'idée, pour une photo de Paris Match, d'organiser une rencontre entre Grace Kelly et le prince Régnier. Oui, à l'époque, on faisait comme ça des coups dans les journaux, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Plus du tout. Alors, il faut la convaincre d'abord. Elle dit oui, mais sans savoir exactement qui est le prince Régnier. Monaco était très très peu connu. Il y a une grève à l'hôtel, donc sa robe, elle m'a dit, j'avais l'air d'une poire tellement ma robe était froissée. Elle passe devant l'hôtel de Paris à Monte-Carlo en disant, peut-être que je pourrais avoir un sandwich. Oui, ça peut se faire à l'hôtel de Paris. Et alors, il y a cette rencontre étonnante. Il faut savoir que après la période assez délicate de la guerre, c'est le moins qu'on puisse dire, le prince Régnier reconstituait la principauté, voulait lui donner un nouvel en vol, je dirais, et qu'il n'y ait pas seulement le casino avec Monte-Carlo. Et il n'y avait pas de femme dans la principauté. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il avait failli épouser une comédienne française. Les Monégasques avaient dit pas question que le prince épouse une comédienne. Elle s'appelait Gisèle Pascal. C'était Gisèle Pascal. Elle a une histoire avec Yves Montand, avec Cary Grant et Raymond Pellegrin. Absolument. Et d'ailleurs, ils ont tenu un restaurant parisien qui s'appelait La Pérouse à l'époque. En effet. Et en fait, ce qu'on a su plus tard, c'est qu'ils étaient très timides tous les deux, ils regardaient le bout de leurs chaussures, ils me l'ont raconté eux-mêmes. Et puis, il y a une sorte de coup de foudre qui est né, et s'en est suivi une correspondance. Alors, justement, elle arrive à Monaco, au palais, le prince n'est pas là. Alors que le rendez-vous a été fixé, qu'elle a un emploi du temps très chargé. Alors, il est en retard. Alors, lui, qui était maniaque de l'heure, qui détestait les gens en retard, mais il avait pas mal de problèmes à régler. Alors, il va se faire pardonner en lui montrant des animaux qu'il a installés, qu'il aime beaucoup, sa collection de voitures, de bolides, tout ça paraît très très lointain aujourd'hui. Elle est fascinée, on lui explique un peu ce qu'est la principauté de Monaco, son histoire, par rapport à l'Espagne, par rapport à la France, par rapport à Napoléon III, les gains de territoire, les pertes de territoire, la réputation des Grimaldi, etc. Le prince Albert Ier, l'inventeur du monde du silence, enfin un tas de gens. Elle est très très loin de Hollywood, mais elle est assez fascinée par le charme du prince Régnier et lui tombe amoureux, fou d'elle. Directement, un coup de foudre. Directement. Et elle parlait 3 mots de français, elle gardera toujours son merveilleux accent. Et ce qu'on a su plus tard, c'est qu'ils se sont écrits
tout l'hiver qui a suivi. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est rentrée à Cannes, elle est arrivée en retard au dîner. Oui. Elle a dit, il est charmant, c'est ce qu'elle dit, mais elle a commencé à penser très sérieusement à son prince. Absolument. Et Monaco avait besoin d'une princesse, avait besoin d'assurer l'avenir de la dynastie, avait besoin d'un éclairage pour rechanger des heures sombres, l'Allemagne, l'Italie qui étaient aux portes, etc. Donc ça a été vite fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le comble, c'est que... Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a fait venir tous ses copains d'Hollywood à son mariage. Alors justement, avant le mariage, faisons les choses dans l'ordre, elle est repartie aux États-Unis, il se téléphone régulièrement, Oui. Ils s'écrivent régulièrement, et puis pour Noël, sous un prétexte fallacieux, le prince régnier va se rendre aux États-Unis. Il va se rendre aux États-Unis, absolument, il va voir, et alors... il faut dire que pour la famille Kelly, le nom de Monaco était peu connu. Les gens confondaient avec le Maroc en anglais, Morocco. Bon, Monte-Carlo, ah oui, des joueurs. Est-ce que c'est un joueur? Enfin, il y avait une mauvaise réputation et beaucoup d'ignorance. Et il y a ce charme que dégageait le prince régnier, son autorité, elle était sous son charme aussi. Tous les deux êtres se sont, si je puis dire, trouvés. Et il avait un avantage, il parlait anglais. Et il y avait 2 personnes à Monaco qui parlaient anglais, lui et le chapelain, le père Tucker, qui va les marier. Et donc c'était un avantage dans cette époque. Donc, il arrive à New York, il va à Philadelphie secrètement, parce que personne n'est au courant. Le prince régnier va rencontrer la famille Kelly pour un dîner chez les Kelly. Chez les Kelly, et il passe son examen de passage, si je puis dire, d'acceptation dans la famille, avec toutes les chances de réussir, et ça va aller... très très vite, l'annonce des fiançailles et du mariage. Alors c'est assez extraordinaire parce qu'elle va faire une traversée historique sur le paquebot Constitution, une arrivée dans la baie de Monaco que personne n'oubliera, mais avec une immense déception pour la population, les futurs sujets de la princesse, si je puis dire, c'est qu'elle a un chapeau au bord tellement vaste qu'on ne voit pas son visage. Or, depuis le temps qu'on voulait voir Grace Kelly devenir éventuellement princesse de Monaco, les femmes sont très déçues ce jour-là. Alors, il faut savoir aussi que la famille était très dure, qu'il y avait plusieurs prétendants, dont un certain Oleg Cassini qui avait été viré, il n'y a pas d'autre mot. Absolument. Parce que la famille Kelly ne voulait pas de n'importe qui pour Grace Kelly. Non, et ils se sont montrés très très difficiles. Et ils ont pris des renseignements, c'est tout à fait une histoire à la Sinatra, je veux dire, est-ce que la famille de Monaco, etc., est fréquentable, est convenable, etc. Il y avait la mère du prince qui était visiteuse de prison, qui avait des fréquentations un peu douteuses, etc. Tout ça est assez cocasse, mais la passion, les regards de leurs yeux, que j'ai vus souvent, étaient extraordinaires, et ils avaient chacun leur charme et leur autorité, c'est-à-dire qu'ils tenaient leur parole. Voilà. Alors, il se trouve donc que la famille Kelly approuve le mariage et que finalement, je crois que c'est à New York que le prince régnier a demandé sa main à Grace Kelly. Sa main en territoire américain, il faut bien se replacer dans l'époque, dans les années 56. On est très loin des technologies actuelles, évidemment. Et alors, une demande en mariage en territoire étranger, etc. Enfin, le temps que ça vienne. Mais, je veux dire, les années de la guerre, les années pénibles pour la France, de la guerre d'Algérie, beaucoup de difficultés font que cette espèce de romance imprévue, improbable, diront beaucoup de gens, va être un moment extraordinaire de détente et un des débuts de la télévision. Et alors pour la presse en images, pour la presse illustrée, une mine d'or. Ah, c'est du pain béni. Et je crois que la première apparition où on se rend compte qu'elle est fiancée, c'est une soirée au Waldorf Astoria où Grace Kelly apparaît avec une bague de fiançailles. Avec une bague de fiançailles dont tout le monde va parler, des bijoux absolument superbes, elle en est très fière. Mais ce qui est formidable, c'est que on n'a pas mesuré à l'époque qu'elle se sentait, si je puis dire déjà, elle me l'a confirmé, monégasque. Elle changeait de nationalité, elle changeait de patrie, elle changeait d'histoire. Elle gardait la caractéristique de sa famille, il fallait être le meilleur, il fallait être bon, il fallait être aimable, il fallait être agréable avec les gens, travailler beaucoup, etc., ne pas se plaindre
Donc c'était un transfert, je dirais, géographique et psychologique. Alors, il se trouve aussi que la tradition veut que le prince annonce son mariage à Radio Monte-Carlo. Oui. C'est quand même assez particulier. Il est allé annoncer, le prince Régnier. Et absolument. Et alors, Radio Monte-Carlo, dont l'émetteur était en France, avait sujet de grandes polémiques, de grands problèmes technico-politiques. Oui, ça a été extraordinaire. Mais dans le contexte que vivait la France à l'époque, il y a eu, me semble-t-il, un intérêt immense pour cette famille princière souveraine, qui allait devenir une famille, on le sentait, avec l'arrivée de Grasse, alors que la France n'avait plus de monarque. C'était une sorte de revanche sur l'histoire. Il faut relire les éléments de la presse de l'époque. Ça montre bien quelque chose tenant un petit cœur royaliste, entre guillemets, princier, qui faisait plaisir. Et naturellement, il faut renoncer au cinéma quand on devient princesse. Oui, alors là, c'est le grand désespoir d'Alfred Hitchcock, parce que il rêvait, bien sûr, que la femme qu'il avait créée, en tant que Pygmalion, l'actrice qu'il avait créée, dont il avait mis en valeur les charmes, les mystères, les silences, la beauté, etc., allait abandonner, si je puis dire, sa couronne pour revenir sous les Sunlights. Non, c'était pas possible. Elle m'a même dit, je ne pouvais pas faire ça au Monégasque. J'étais devenue la princesse de Monaco. C'était mon nouveau rôle et je devais respecter ce rôle. C'est un contrat. Et ce contrat a débuté le 19 avril 1956. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean Descartes, auteur de Inoubliable Grâce de Monaco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean Descartes. Il y a exactement 40 ans, la princesse Grâce de Monaco disparaissait dans un accident que personne, hélas, n'avait même envisagé, et ça a été un drame à Monaco. Et vous publiez ce livre, Inoubliable Grâce de Monaco, aux éditions du Rocher, Jean Descartes, où vous évoquez cette femme que vous avez bien connue, et où vous évoquez le 19 avril 1956. Grâce Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, ici présents, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Eh oui, le mariage de Régnier et Grasse. D'ailleurs, elle était tellement émue qu'on a à peine entendu son oui, je crois, Jean Descartes. Oui, elle m'a confirmé, elle m'a dit, j'étais très mauvaise dans mon rôle, tellement j'étais émue et en fait très heureuse, mais tout était tellement nouveau et je prenais conscience de mes nouvelles responsabilités. Il se trouve aussi que les Monégasques étaient fous de joie d'avoir Grace Kelly. Fous de joie, parce que avoir pris, si je puis dire, à Hollywood, une star telle qu'elle, une femme aussi charmante, comme me l'ont dit des Monégasques témoins de l'événement, ce qui était formidable, c'est qu'elle était aussi extraordinaire quand on la voyait en vrai que dans ses films. On n'était pas déçus, elle était elle-même. Et ça, c'est vrai. Son tempérament, son caractère, sa beauté, son charme étaient les mêmes. Il n'y avait pas de déception parce qu'il n'y avait pas de tricherie. Et puis, jamais une princesse n'était venue d'aussi loin à Monaco. Non. On avait entendu parler de Monaco aux États-Unis avec le prince Albert Ier lorsqu'il était arrivé, mais on avait dit qu'il venait d'un pays d'Afrique ou d'Asie. Enfin, on ne savait pas du tout. Les liaisons, les connexions n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. La géographie était inconnue. Et là, on a un homme, ah oui, c'est un chef d'État, oui, absolument. Les citoyens sont des sujets, il tient tête à beaucoup de gens, c'est un petit pays, mais qui a une très longue histoire. Et là, toute l'histoire, la princesse m'a dit elle-même que son histoire du Rocher l'avait passionnée depuis 1297, car c'est très romanesque. Et elle a mis un point d'honneur à connaître par cœur l'histoire de la dynastie Grimaldi. Et en même temps, si les Américains ne connaissaient pas forcément Monaco, elle connaissait Monaco à travers les ballets russes, Jean Descartes. Grace Kelly était au courant. Oui, elle était au courant et elle va donner un appui essentiel à la vie culturelle de la principauté en soutenant les ballets de Monte-Carlo, dans l'opéra, en organisant des galas. Elle fera, pour la vie intellectuelle et artistique de la principauté, des choses extraordinaires. Elle s'est passionnée, nous avons parlé ensemble de la construction de l'opéra de Monte-Carlo par Charles Garnier, l'auteur de l'opéra de Paris, et comment la principauté a même financièrement aidé
la France après l'Empire, qui ne pouvait pas payer son opéra de Paris, qui était inachevé. Il y a un tas d'histoires dans lesquelles Grasse s'est plongé avec beaucoup de sérieux et d'enthousiasme. Alors j'en reviens à ce 19 avril 56. Le 18, il y a le mariage civil, bien sûr. Oui. Là, c'est au palais, c'est la tradition. Bien sûr. Et elle devient, Grace de Monaco, princesse et l'une des femmes les plus titrées du monde, Jean Descartes. Ah oui, alors là, il faut remonter à l'histoire des Grimaldi et de leurs racines à la fois bretonnes, Matignon, dans le Massif central. Enfin, il y a une série de titres, Seigneur des Beaux. On peut développer tout ça. Elle était fascinée, très impressionnée, car les Grimaldi ont été très importants dans l'histoire de France, l'histoire européenne, on peut dire, avec un Grimaldi amiral de France, hein, dans les guerres, les nombreuses guerres que la France monarchique a connues. Et donc, on peut dire que Grasse découvre l'ampleur, la profondeur de ce passé historique et veut être à la hauteur. Et je peux dire qu'elle était devenue incollable. Voilà, je crois qu'elle a une vingtaine de titres différents, oui, quand elle devient la 14e princesse de Monaco. Oui. Et surtout, il y a la cérémonie à la cathédrale de Monaco le lendemain, où les paparazzis ont tout tenté, arrêter la voiture. Ça a été hallucinant. Ça a été, je pense que c'était le premier événement de l'après-guerre qui a été un tel déchaînement médiatique. Toute proportion gardée, on ne reverra cela qu'avec le mariage de Charles et Diana. Toute proportion gardée. Et donc, c'était à qui se cacherait dans les arbres, sous des faux noms. Alors en plus, il y avait un cambrioleur très célèbre qui était dans les environs. Il y a des dollars qui ont disparu. Enfin, c'est très romanesque, à la limite très hitchcockien. Oui, il se trouve que la princesse Charlotte, qui était de la famille, oui, avait un chauffeur qui était un ancien truand, René Lacanne. René Lacanne, oui. Elle avait été visiteuse de prison, elle était tombée sous son charme. Ça faisait un petit peu désordre avec la police qui surveillait. Et René Lacanne, ensuite, a fini sa vie en écrivant ses souvenirs avec l'homme qui l'avait arrêté, Roger Borniche. Roger Borniche, c'est quand même pas triste, en effet. Alors, il se trouve que bon, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Moi, je me souviens du mariage de Johnny et Sylvie à Loconville, où les paparazzis étaient même dans l'église, dans le confessionnal, partout, c'était hallucinant. Mais là, ils ont même tenté d'arrêter la voiture avec de faux accidents. Oui, oui, absolument. C'est la première fois que l'imagination paramédiatique, je dirais, pour être sûr d'avoir des photos, pour être les premiers à les avoir, dans cette mise en scène, je dirais, en cinémascope, a été visible. Mais c'est un moment de joie, de curiosité aussi. Et pour beaucoup de gens qui ne connaissaient rien de Monaco, même pas de Monte-Carlo, c'était un voyage dans un petit pays, mais une grande féerie. Et il y a eu une grande soirée avec la pièce montée, coupée par l'épée du prince Régnier, et Annie Cordy qui a chanté. Oui, absolument. Et ça a été un moment, je dirais, extraordinaire, car les milliers, les dizaines de milliers, pour ne pas dire les millions de gens qui ont assisté grâce à la télévision, grâce aux reportages que Hollywood a fait enregistrer, vont vivre un conte de fées, quelque chose d'inhabituel, dans une France qui se porte mal, dans une 4e République un peu chancelante. Ça apporte un rêve, un conte de fées, et on dit c'est encore possible. Et je sais que la robe de mariée avait été offerte par la MGM. Oui, la MGM, le lion rugissant avait fait les choses très bien, et les équipes techniques, coiffeuses, maquilleurs, etc. étaient... Ah oui, parce que c'était dans le fond, évidemment, une vedette, Grace Kelly, qui changeait, si je puis dire, de rôle. Voilà. Alors, la princesse Grace de Monaco va transformer complètement la principauté. D'abord, le palais devient la maison du bonheur. Oui. Et elle va faire beaucoup de choses pour Monaco. On ne le sait pas assez, Jean Descartes. Absolument. Et la présence d'une femme et d'une grande dame comme elle transforme la vie du palais, aussi bien l'aménagement, la décoration, la cuisine, le service de table, le comité pour accueillir les gens, le protocole, le tout avec beaucoup de charme, mais un grand travail avec des gens qui avaient l'habitude de fréquenter des grands de ce monde et des grandes vedettes d'Hollywood. Donc elle ne fera pas de séparation, n'est-ce pas? La rigueur qu'elle avait dans son métier d'actrice, dans le cinéma, elle l'applique à son nouvel emploi avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, les stars américaines vont souvent venir à Monaco, mais elle ne va pas favoriser forcément les Américains pour les investissements,
Jean Non, Descartes. non, pas vraiment. Et c'est là où le général de Gaulle, d'ailleurs, s'est trompé en pensant que, au moment de la fameuse crise franco-monégasque, Grace de Monaco était restée Grace Kelly et était une agente américaine. Non, pas du tout. Et c'est pour cette raison qu'elle refusera de tourner un nouveau film pour Hitchcock. Elle est devenue princesse de Monaco, elle a des souvenirs, elle a eu plusieurs vies avant, mais maintenant elle se concentre sur ses fonctions avec un œil très bienveillant, il faut le dire, envers les difficultés de gens du spectacle. Et j'en ai été témoin, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps, notamment avec le cas de Joséphine Baker, qu'elle a sauvé de la misère, mais aussi Marie Marquet, etc. Et de gens qui avaient des moments difficiles. Elle savait ce que c'était que les trous noirs. Et avec beaucoup d'élégance, elle a voulu que ces gens puissent avoir une fin de vie, une fin de carrière la plus digne possible. Voilà. Et surtout, vous parlez de cette histoire de crise avec Paris. En fait, un jour, le général de Gaulle décide de mettre une frontière, une douane entre la France et Monaco. Ce qui était surréaliste. C'était surréaliste et c'était allé contre la définition merveilleuse de la grande Colette, qui avait dit au prince de Monaco avant régner, « Monseigneur, chez vous, les frontières sont des fleurs ». Et donc, ces barrages de gendarmerie et de police faisaient très désordre. On fait beaucoup de tort à l'image de la France parce que c'était assez grotesque, ça. C'était un peu digne du film La souris qui rugissait. Et Grace a été formidable parce que la princesse a tenu tête avec son mari et elle n'a pas cédé, elle n'était pas une agente américaine. Voilà, mais surtout cette frontière était décidée aussi parce que quand on était français, qu'on allait à Monaco, on payait pas d'impôts. Alors oui, il y avait des raisons fiscales qui seront poursuivies plus tard par le président Giscard d'Estaing. Ouais. C'était évidemment un argument économique. La France souffrait beaucoup, mais c'était mal placé, mal vu, car Grace était devenue monégasque, elle apprenait la langue monégasque et c'était son nouvel emploi, son nouveau rôle. Voilà. Mais vous savez qu'à l'époque, il suffisait de travailler 11 ans à Radio Monte-Carlo, ou même quand on venait de France, pour être monégasque. Oui, absolument. C'était très facile, les histoires de domicile. D'ailleurs, l'émetteur de Radio Monte-Carlo, qui était en territoire français, enfin, c'était sujet à des problèmes en permanence. On a oublié toute cette époque et Grace a surnagé avec son autorité et son charme. Alors, la famille de Monaco, bien sûr, les photos existent, sont 3 enfants, Stéphanie, Albert et Caroline. Et ça a été 3 grands événements pour la famille, mais aussi pour Monaco, Jean Descartes. Ah oui, pour Monaco, parce que désormais, l'avenir était réellement assuré. Il y avait une vie de famille autour qui rejoignait la famille britannique ou les monarchies européennes. Alors, c'était à la fois plus sympathique, plus proche et plus dérangeant, parce que dans tout cela, moi je me souviens de l'autorité avec laquelle la princesse, qui n'oubliait jamais ce qu'elle avait été, c'est-à-dire une actrice, une comédienne et une star qui était sujette aux volontés des photographes et des caméramans. Je me souviens d'un gala au Moulin Rouge en l'honneur de Dean Martin, où il y avait 150 photographes qui étaient là, attendaient à sa sortie, étaient fatigués, la soirée avait été laborieuse, et elle a dit avec un grand sourire, « Maintenant, s'il vous plaît, c'est fini, vous avez fait ce photo ». C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais d'incident, il y avait toujours une très grande courtoisie et une très grande conscience professionnelle, parce qu'un jour, j'avais rendez-vous avec un photographe de match, j'étais à match à ce moment-là, et elle était toujours la ponctualité même, et elle descend en retard et on voit sa secrétaire qui est bouleversée, qui nous dit « La princesse n'est pas bien du tout ». Elle pleure. Le photographe me regarde, me dit « Mais on peut pas la photographier aujourd'hui ». Non, elle venait d'apprendre la mort d'Alfred Hitchcock. Et elle était bouleversée. Elle disait « Hitch is gone, Hitch is dead ». Elle était bouleversée. Nous sommes revenus 3 jours plus tard parce qu'elle a dit « Je serai plus présentable, je suis très triste ». Et on sait peu que finalement, Rocagel, la maison dont on parle, c'est elle qui a décidé que le prince et la famille devaient avoir une autre maison. Devaient avoir une autre maison pour avoir une vie de famille, avec une piscine, être en territoire différent, échapper un petit peu à ce rêve médiatisé, comme on ne disait pas à l'époque, mais enfin d'être poursuivi en permanence, les enfants. Et pendant ce temps-là, n'oublions pas que le prince et la princesse s'activaient pour faire grandir Monaco, faire des travaux, des rénovations, déjà des premières mesures qu'on peut qualifier d'écologiques pour les transports publics, les nouveaux quartiers,
les activités culturelles, empêcher Onassis de détruire un palace, l'hôtel Hermitage par exemple. Enfin, il y a un tas de travaux et de missions extraordinaires faits par le couple. Vous les racontez dans ce livre Inoubliable grâce de Monaco, Jean Descartes. Et puis il y a cette date dont on va parler, cette date tragique dans quelques instants, le 14 septembre. À tout de suite sur Sud Radio pour parler de Grâce de Monaco avec Jean Descartes. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean Descartes, il y a exactement 40 ans, le 14 septembre 1982, la princesse Grâce nous quittait à la suite d'un accident de voiture. C'était hallucinant. Vous racontez cela dans un livre, Inoubliable grâce de Monaco aux éditions du Rocher, ce qui est logique pour Monaco. Et en même temps, vous avez connu la princesse et cet accident, vous ne l'avez pas vécu en direct, mais finalement, vous l'avez appris grâce à votre père Guy Descartes qui était très proche de Régnier de Monaco, je crois, Jean Descartes. Oui, c'est exact. Et papa avait reçu un coup de téléphone du palais et il m'appelle tout de suite et me dit « Très mauvaise nouvelle, Grâce a eu un accident de voiture épouvantable, elle est dans un état quasiment désespéré. » Alors, moi j'étais très triste parce que compte tenu des relations, si je puis dire, personnelles, amicales que nous avions, mon épouse et moi, avec la princesse, j'étais bouleversé. Maintenant, je vais dire aujourd'hui que, heureusement, qu'elle ne s'est pas vraiment réveillée, parce que personne n'aurait pu imaginer une princesse Grâce diminuée physiquement, cérébralement, en petite voiture. Non. La seule mansuétude que le destin lui a accordée, c'est qu'elle est morte dans sa beauté, si je puis dire, pour le public. Alors, il faut revenir sur les conditions de l'accident. Parce qu'on a raconté n'importe quoi. On a raconté n'importe quoi. Vous avez reconstitué la vérité, Jean Oui, Descartes. absolument, parce que la princesse conduisait très mal. Et son chauffeur l'empêchait de conduire parce qu'elle conduisait très mal. Bon, ce jour-là, elle insiste tellement pour redescendre de la villa d'en haut sur une route où elle m'avait dit des années plus tôt, devant le photographe de match Jean-Claude Sauer, « Oh, il faut que je prévienne le prince et le préfet des Alpes-Maritimes, cette route est très dangereuse, quelqu'un va se tuer. » Donc une sorte de pressentiment, c'est terrible à dire aujourd'hui. Donc en fait, ce qui s'est passé, elle est à bord de cette puissante voiture, le chauffeur n'est plus là, Stéphanie est à l'arrière, et tout d'un coup, elle a une attaque cérébrale, ce qu'elle redoutait, et ce qui avait été le cas de sa mère. Une attaque cérébrale, la voiture est en boîte automatique, donc pas de frein, le moteur ne cale pas. Le camionneur qui suivait la voiture a témoigné, et la voiture fait un bond et tombe dans le jardin de quelqu'un que je connaissais très bien en territoire français, Jacques Provence. Qui était à l'époque le directeur des Folies Russes exactement, à Monaco et qui avait été directeur de la Tête de l'Art à Paris. Absolument. Et donc qui a confirmé en disant la voiture est complètement aplatie. Comment Stéphanie est-elle sortie vivante? Non, c'est pas Stéphanie qui conduisait, etc. Tous les ragots étaient démontés facilement. Ça a été laborieux par moments. Et il a fallu prévenir le palais, bien sûr, la sûreté monégasque, le territoire français, la gendarmerie, bien sûr, la préfecture, etc. Et à ce moment-là, il y a eu je ne sais combien de thèses fantaisistes disant qu'elle était victime d'un racket, qu'elle faisait partie d'une confrérie satanique, etc. Non, c'est un accident de voiture, elle n'aurait jamais dû conduire. Mais comme l'a titré François à l'époque, elle fut belle même dans la mort. Et je peux vous dire que quand le rédacteur en chef du Figaro Magazine m'a appelé, m'a dit « Je pense que tu sais que la princesse est morte ». Je dis « Oui ». Il me dit « Rendez-vous demain matin à 8h au journal, on boucle 6 pages supplémentaires, c'est pour toi ». J'ai écrit toute la nuit, mon épouse m'a porté des tasses de thé, nous étions en larmes tous les deux, j'étais bouleversé, je me souviens du titre « Ma vie n'était pas un conte de fées ». Oui, car en fait, il faut savoir que la princesse avait peur de vieillir. Oui, absolument. Et elle avait vu sa mère, elle avait vu autour d'elle, etc., les ravages, y compris à Hollywood, et elle était obsédée par ça, mais elle adorait la vie. C'est une fatalité. En même temps, si je puis dire, le ciel lui a permis de partir, si j'ose dire, en beauté. Et ça a été un choc international. Moi, je travaillais à Radio Monte-Carlo à l'époque. Pendant 10 jours, la station n'a pas émis autre chose que de la musique classique. Et surtout, le monde entier était stupéfait. Le monde entier était un monde sans grâce, si je puis dire, était perdu. Il y a
un présentateur d'une chaîne de télévision française qui s'est très mal comporté ce jour-là. Il a cru que c'était un événement sans intérêt par rapport à l'assassinat de Béchir el-Mayed au Liban. Il s'est trompé parce que un pays horrible, devenu horrible, le Cambodge des Khmers rouges, le fameux Kampuchea démocratique, a décrété un deuil national de 3 jours pour la mort de la princesse Grace. Le monde était en choc. La terre entière était secouée. Et vous êtes bien sûr allé aux obsèques, Jean Descartes. J'y étais dans l'hélicoptère avec le célèbre coiffeur Alexandre et nous nous souvenions tous les deux de la princesse et on a eu cette impression terrible. Monaco sans vie, fermé, du noir partout, du silence. Le prince régnait accablé, écrasé de douleur, la famille, la population. Le deuil et le chagrin n'allaient pas du tout à Monaco. Ne plus la revoir, ne plus avoir son charme, son humour, ses farces par moments, cette présence extraordinaire, celle qui avait fait rayonner la principauté, ça a été un très très grand choc. Même le président Mitterrand était bouleversé et lui a rendu hommage. Oui, mais ce qui est étonnant aussi, c'est le courage des enfants. Oui. Caroline, Albert et Stéphanie se tenaient droits, livides mais droits. Droits. Ils soutenaient leur père. Ils soutenaient leur père qui était, au sens physique, écrasé de douleur. Quelque temps après, le prince Régnier, dans sa douleur et son chagrin, m'a accueilli pour un entretien et il a eu un mot formidable. Il m'a dit, et je crois que c'était vraiment le bon résumé, nous formions une bonne équipe. Et c'était une bonne équipe, ils se complétaient très bien. Il pouvait y avoir eu, comme dans tous les couples, des crises, des moments difficiles. Pourquoi pas, ce serait bien surprenant. Mais ils avaient la volonté de travailler ensemble et leur mission était la principauté de Monaco. Et jamais ils n'ont manqué à ce devoir. Et les enfants, parce que Caroline, c'était pas simple, Stéphanie, c'était pas simple non plus. Non, ça n'a jamais été simple, et c'était pas simple non plus pour le prince Albert, à qui son père ne pardonnait pas le moindre écart. Par exemple, si Albert arrivait 10 minutes en retard à un rendez-vous, il disait à l'aide de camp, je m'en souviens très bien, vous voudrez bien rappeler au prince héréditaire qu'on doit être à l'heure. Et le prince Régnier était lui-même un homme extraordinairement ponctuel. Et dans cette époque où le papier et l'écriture étaient encore les rois, j'avais des lettres du prince Régnier, parce que nous avions la passion du cirque, et je faisais partie du jury du Festival international du cirque de Monte-Carlo comme papa, Guy Descartes, une passion de famille. Et le prince Régnier était un grand connaisseur, un expert. Moi, j'avais des lettres de lui qui arrivaient dans les 2 jours, des lettres manuscrites. Alors, il se trouve qu'effectivement, Guy Descartes était passionné de cirque. Moi, je me souviens d'un jour à Monaco où j'arrive et je vois le prince Régnier et Guy Descartes me présente en tapant sur le ventre du prince Régnier et en le tutoyant. Oui, ils étaient très très familiers, très copains, parce que papa me disait enfin un chef d'État qui doit redonner au cirque sa place. Et moi j'ajoutais, et je l'ai redit sur une chaîne de télévision, je n'aime pas quand pour parler d'un désordre politique on parle d'un cirque. Le cirque est un spectacle de qualité. Alors, la princesse Grace, que j'ai d'ailleurs croisée quelque temps avant sa mort, elle descendait d'un hélicoptère, je le prenais à Monaco, elle était d'une force, d'une jeunesse incroyable. Ah oui. Et elle rayonnait, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'était un éclat de lumière. Quand elle entrait dans une pièce, on peut dire qu'il se passait quelque chose. Là, je me souviens à une réception à l'ambassade britannique à Paris à l'occasion du mariage du prince Charles et de Diana, elle est apparue, c'était l'étoile tout d'un coup. On ne voyait qu'elle alors qu'elle ne s'imposait pas. Elle irradiait. C'était vraiment une étoile au sens propre. Et d'ailleurs, elle a refait une fois du cinéma, mais pour la voix, en prêtant sa voix au Festival de Cannes, ce qui a été aussi un grand événement, Jean Descartes. Oui, absolument. Beaucoup de gens ont voulu qu'elle fasse plus, qu'elle retrouve Hollywood. Non, pas du tout. Elle a prêté sa voix qui était très douce et qu'on reconnaissait. Les gens étaient ravis. Alors c'est très intéressant parce que vous avez des gens qui ont toujours dit « Ah, c'est merveilleux parce qu'on a une star qui est devenue une princesse. » Oui, mais la princesse est-elle restée une star? Enfin, éternel débat. Je dirais, comme me l'a dit François Truffaut lors de ce dîner de 1977, elle était parfaite dans tous ses rôles. Et puis elle avait ses secrets, la princesse Grace.
il y avait des choses dont elle ne parlait jamais, Jean Descartes. Non, elle croyait beaucoup, par exemple, à l'astrologie. Elle consultait pas mal de gens, mais ça c'est fréquent chez les artistes, chez les gens du spectacle. Elle lisait beaucoup. Elle avait une passion secrète, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas su à l'époque, pour les collages de fleurs qu'elle allait ramasser elle-même dans la montagne au-dessus de la principauté. Elle avait toujours peur d'éternuer à ce moment-là, parce que ça faisait envoler tout ce qu'elle avait collectionné attentivement. Elle était très très appliquée. Elle avait un humour certain, se mettait en boîte elle-même, je dirais, et aimait paraître dans la meilleures conditions possibles, par courtoisie à l'égard de ses visiteurs. Et puis un jour, vous êtes chez elle, parce que sous un pseudo, elle va faire une exposition de peinture, alors qu'elle se dit qu'elle n'est pas peintre, mais décoratrice. Décoratrice, et personne ne pouvait savoir à ce moment-là que sous les initiales GPK, Grace Patricia Kelly, qui était donc ses prénoms et son nom, se cachait la princesse de Monaco. Elle ne voulait surtout pas fausser l'opinion qu'on dit c'est la princesse. Alors on l'a appris, mais ça a été annoncé très discrètement. Vous savez, c'est sa grande qualité, vous avez raison, elle emplissait l'espace en étant discrète, si je puis dire. C'était très curieux, en n'essayant pas de faire du tapage, du bruit, c'était le contraire, si je puis dire, paix à son âme, de Lady Diana, c'était le contraire. Elle voulait être discrète, mais il se passait quelque chose quand elle entrait dans la pièce. Elle a fait une exposition de peinture à Paris et très peu de gens l'ont su. Très peu de gens l'ont su, mais c'était sa grande fierté. Elle voulait que les gens puissent juger son talent, disait-elle, si j'en ai un. Alors, c'était aussi une femme moderne. Oui. Elle a fait beaucoup de choses qui sont dans le monde d'aujourd'hui, Jean Descartes. Oui, elle s'est intéressée alors, je le redis, aux prémices de l'écologie, à l'éducation des enfants d'une façon très très originale. La place de la femme était importante pour elle, mais sans tapage, c'était pas du tout de la revendication, c'était un respect. Elle a dit beaucoup de choses qui quelquefois passaient inaperçues, mais on voyait bien qu'elle existait. Elle était très en avance pour beaucoup de choses, sur la santé, sur la cuisine, sur l'alimentation, le plaisir de la lecture, le respect des gens, à qui s'adresse-t-on. Enfin, il y avait une conscience professionnelle, si vous voulez, qui était permanente. Elle a donné une formation extraordinaire à ses enfants, qui ont eu leur moment de rébellion, bien entendu, ça n'était pas toujours facile pour eux, mais elle a réussi dans son nouveau rôle. Et elle est partie en pleine beauté et en pleine maîtrise de son rôle. Et parmi ceux qu'elle a inspirés, Grace Kelly, Grace de Monaco, il y a Andy Warhol, Jean Descartes. Oui, Andy Warhol, dont elle a souligné l'originalité, le talent, en soutenant ses travaux. Alors c'était assez courageux parce que on disait, mais est-ce que la princesse va lui acheter ses œuvres? Qu'est-ce que ce sera? De la peinture, de la sérigraphie? Il y avait beaucoup de gens qui pataugeaient complètement. Non, elle était très, très en avance et il a fait des portraits d'elle très, très importants. C'était dans un monde où on avait vu passer Marilyn Monroe, etc. Elle savait très bien la limite et les dangers de chaque action, ne mélangeant pas, je dirais, ses rôles et ses interprétations. Quand elle était princesse de Monaco, c'était important. Quand elle était artiste, ancienne star du cinéma, elle le rappelait discrètement. C'était bien équilibré. Et vous avez fait le calcul, Jean Descartes, la princesse Grace a vécu 2 vies exactement identiques, 26 ans chaque fois. Oui. Ça m'a énormément frappé, et elle qui était très sensible aux chiffres, effectivement, nous n'avons par définition pas pu en parler, mais ça m'a beaucoup frappé. Ça faisait un compte rond, un compte juste, même si pour moi elle est partie trop tôt, mais elle est partie, je le répète, en pleine beauté, en pleine intelligence, après une croisière, après avoir encore rayonné sur le monde. Le temps, l'âge ne semblait pas avoir pris sur elle. Bien sûr, elle vieillissait comme nous tous et nous toutes, mais elle a résisté, et le bonheur dans la tragédie est qu'elle est partie, je le redis, en pleine beauté.
Et il y a beaucoup d'autres choses très émouvantes, beaucoup d'anecdotes de cette femme que vous avez eu le privilège de connaître dans ce livre, Inoubliable Grâce de Monaco aux éditions du Rocher, Jean Descartes. Je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas oublié la princesse Grace. Ils la retrouveront telle qu'elle était vraiment. Oui, et je redis, pardonnez-moi, lorsqu'elle entrait dans une pièce, il se passait quelque chose. Il s'est passé quelque chose et on vous a écouté avec passion aujourd'hui. Jean Descartes, merci. Merci de votre accueil. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.